Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pierre Bien-être et Spiritualité. J'accueille aujourd'hui Patrice Marty. Bonjour Patrice. Bonjour Pierre. Voilà, j'ai le grand bonheur de t'accueillir sur ma chaîne pour démarrer une belle aventure ensemble Ouais. sur toutes tes passions, mais qui sont aussi les miennes, en Bon. quelque sorte. Voilà, tout ce qui est, bon, on va en parler un petit peu, mais voilà, tout ce qui est crâne de cristal, les sites sacrés et les pyramides, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Donc aujourd'hui, on va aller à ta découverte un petit peu, parce qu'il y aurait de nombreuses choses à raconter pendant des heures. Ouais. Mais voilà, une première découverte pour commencer, avant d'entamer une aventure. Et avant que je puisse te demander de te présenter, je rappelle juste que je t'ai rencontré il y a quelques années sur Paris lors de l'une de tes conférences à l'espace Grenet, où Ouais. tu présentais les crânes de cristal et les crânes anciens. Tu avais amené ton crâne Sirius, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Et c'était une très belle découverte. Alors, je t'avais déjà rencontré à distance via tes activités, mais c'était un grand bonheur de t'écouter et d'apprendre des choses surtout. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai que tu es un peu un chercheur et un Indiana Jones comme j'aime l'appeler, parce qu'il n'y en a pas énormément qui courent les rues, mais c'est important de voir des gens comme toi qui parcourent le monde pour aller un peu aux origines de l'humanité, enfin du moins ce qui pourrait sembler être des origines, mais également de percer les mystères qui nous entourent. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. C'est vrai. Voilà, bah écoute Patrice, je t'invite à te présenter un petit peu rapidement avant qu'on aborde bien entendu les grands sujets de manière générale. Ouais. Voilà, qui es-tu? Est-ce que tu as eu un passé différent? Alors déjà, je suis un chercheur passionné, c'est sûr. Je suis pas un chercheur diplômé, mais je j'essaye toujours effectivement d'aller au plus près des phénomènes que j'étudie pour avoir vraiment une idée la plus globale du phénomène et la plus réelle. Donc c'est vrai que ça nécessite de beaucoup voyager, d'aller dans des pays, de rencontrer des autochtones, discuter avec eux, passer du temps avec eux, y retourner parce que c'est pas la première quand on y va une fois que toutes les portes s'ouvrent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment passionné par ça et je parcours le monde pour essayer d'aller à la découverte de tous ces mystères. Est-ce que j'ai un parcours particulier? Non, j'ai aucune formation et j'ai pas non plus de comment dire. Je suis arrivé comme ça. Déjà tout gamin, je savais. C'est pas une histoire de connaissance ou de voilà, c'est vraiment du savoir. Je savais qu'on n'était pas seul dans l'univers. Je suis arrivé avec des mémoires un peu particulières. Je me souvenais comment j'étais mort dans ma dernière vie. J'ai commencé à dessiner les crânes. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Voilà, donc je suis arrivé comme ça en fait, tu vois. Et j'ai souvent je discute avec des personnes qui me disent je suis sur un chemin depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans. Moi, je suis sur le chemin depuis que je suis né, j'ai l'impression, tu vois. Je n'ai pas fait d'effort particulier. C'est pas une remise en question de moi-même. Je suis arrivé comme ça. Voilà. Ouais, c'est super. Bah écoute, de toute façon, on est tous atypiques, hein, on a tous Oui. des parcours différents et ça ne fait pas de nous des incultes ou autres. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est souvent quand les gens discutent, je prends conscience qu'ils ont eu un chemin de vie qui était le leur, hein, sans aucun jugement de ma part, mais et qu'à un moment donné, sur leur chemin de vie justement, ils perçoivent autre chose, ils comprennent autre chose, ils s'aperçoivent que le monde n'est pas forcément tel qu'on nous le décrit ou tel qu'on veut nous le vendre, et qu'il y a autre chose derrière l'image de façade. Et moi, j'ai l'impression d'être né derrière cette image de façade et d'en avoir connaissance dès le plus jeune âge. Forcément, c'est un gain de temps incroyable. Forcément, ça ouvre des portes peut-être plus facilement. J'ai jamais d'a priori ou de jugement sur les personnes ou sur ce que je vois. Je suis très connecté aussi avec
mon enfant intérieur qui continue à vivre et qui s'excite toujours autant de tout ça. Et voilà, je suis un grand passionné et un amoureux de toutes ces recherches que je fais. Et je crois que si j'allais pas sur le terrain, si j'étais pas en contact avec ça, si c'était juste de la théorie dans des bouquins ou sur Internet, faire des recherches comme ça, je commence comme ça. Hein, c'est important de les commencer comme ça. Mais voilà, je me sentirais peut-être pas la légitimité de venir vous en parler aujourd'hui ou de faire des émissions ou voilà, de faire d'autres choses, tu vois. Mais pour moi, c'est important d'aller me confronter à la réalité du terrain. Oui, c'est essentiel parce que t'as pas forcément la même histoire, la même chose qui est dans un livre et en réalité quand tu rencontres ces peuples. Ouais, et puis de partager un moment de leur quotidien. Voilà, on dort au même endroit, on mange les mêmes choses, on discute, voilà, et puis l'année passe, tu y retournes, il y a d'autres choses, ils sont contents de te revoir, moi je suis content de les revoir. 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, il y a des relations qui se créent comme ça, et donc du coup je me retrouve avec des relations avec des personnes vraiment très très fortes. Et voilà, j'ai une maman au Mexique, j'ai une maman en Angleterre, j'ai un frère au Mexique, j'ai un frère dans les Andes. Voilà, ce sont des gens que j'ai reconnectés comme ça, c'est ma famille d'âme, toi, tu vois. Et voilà, elle est un peu disséminée partout, et comme ça, je me reconnecte avec cette famille d'âme, et c'est super agréable. Ouais, j'imagine. Et là, c'est vrai qu'on reconnaît bien l'enfant intérieur qui a juste envie de allez, on part voyager, on va retrouver telle personne, et ça fait plaisir, on se sent bien, on est heureux. Et mais ouais, voilà, puis on sait qu'on a attendu, on sait que voilà, on est. Moi, je sais que j'ai apporté des choses à certaines personnes qui vivent dans ces pays sur un plan parfois matériel, parfois intellectuel ou culturel, et c'est juste des grands moments de partage. Ouais, c'est magique. Ouais, ça c'est super. Je pense que j'y arriverai aussi parce que c'est porteur. Est-ce que avant d'entamer ton premier voyage que tu as fait dans ta vie et l'acquisition de ton premier crâne, est-ce que tu étais passionné d'histoire, de civilisation ancienne ou pas encore? Depuis que je suis petit, j'ai lu les livres de Guittarade qui partaient aux 4 coins du monde aussi et qui allaient voir plein de choses. Je baignais dans ces bouquins de Mazières avec l'île de Pâques. Enfin, tu vois, j'étais déjà intéressé par toutes ces destinations. Voilà, mon Tintin préféré, c'est avec les Incas ou tu vois, voilà, ou les boules de cristal ou des trucs comme ça. Voilà, tout cet univers-là, les mystères des cités d'or. Enfin, j'ai été baigné avec ça, j'ai grandi avec ça. Donc voilà, je me suis construit avec tout cet univers-là. C'est vrai que quand j'étais gamin, même à l'âge de 12 ans, 13 ans, bah, je préférais lire un livre de Guittarade que de d'aller au foot, tu vois, parce que voilà, donc j'ai pas grandi forcément de la même façon que à l'école on m'appelait le sorcier, tu vois. Mais ouais, parce que parce que j'ai l'impression que sorcier c'est un compliment pour moi. Hein, ça vient de sourcier, hein, le mot sorcier, qui est proche de la source. Donc voilà, et forcément j'ai pas grandi comme un gamin normal. Ouais, ça devait pas être simple pour mes parents. Oui, c'est la question que j'allais te poser au niveau de ta famille. Ouais. Tu t'es accepté facilement ou... Alors, je dois avoir 18 ans ou 19 ans. Un jour, mon père est venu me voir et me dit tu lis ce bouquin, est-ce que tu peux me le prêter? Ça a l'air intéressant. Je dis ouais, avec plaisir. Ben, il me dit tiens, je te prête celui-là en échange. Et là, je me suis aperçu que mon père on avait les mêmes lectures, tu vois, mais il m'en avait jamais parlé jusqu'à mes 18-19 ans. Il m'a laissé pousser là comme ça, comme une plante sauvage. Et c'est qu'après où on a beaucoup échangé là-dessus, sur plein de thèmes, mais voilà, donc j'étais aussi né dans une famille que j'ai dû choisir, qui avait cette ouverture d'esprit, avec qui on pouvait parler de tout, où rien n'était tabou. Voilà, donc j'ai cette chance aussi j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc c'est une île qui est très riche de toutes les cultures du monde en fait, et ça m'a appris à être à l'aise avec tout le monde, de pas avoir de jugement, d'accepter tout le monde. Et quand je vais dans un pays, j'adore être confronté aux autochtones parce que je me sens à la maison comme si j'étais à la Réunion. Parce qu'à la Réunion, il y a des Arabes, il y a des Tamouls, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Blancs, il y a des Noirs, enfin il y a tout, tu vois.
c'est une île qui est très riche pour ça, et elle porte bien son nom, où elle a réussi à réunir toutes les cultures, toutes les religions, où tout le monde respecte la religion de tout le monde fait la fête de l'autre ensemble. Voilà, voilà, donc je me suis construit avec tout ça, et c'est aussi ça peut-être qui m'a donné le goût de voyager, d'avoir grandi sur une île aussi magique que celle-là. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir prendre une valise, aller voyager, j'adore ça. J'imagine C'est pour ça bien. que j'emmène des gens avec moi là-dessus, on peut partager toutes ces expériences. Et c'est sûr que c'est pas des voyages qu'on peut trouver dans les grandes enseignes d'agences de voyage que je vais pas citer, on va pas leur faire de la pub, mais ouais, c'est ça. Moi, vraiment ce que je propose, c'est vraiment des voyages uniques. Parce que je vais vous emmener sur des lieux que personne ne va visiter, je vais vous faire rencontrer des gens que personne ne va d'habitude à la rencontre, où j'ai des contacts à droite, à gauche pour aller sur des sites où les touristes sont pas admis. On n'y va pas forcément, c'est pas toujours légal. Stonehenge, c'est légal. Mais quand je suis au Mexique, voilà, on va de nuit sur certains endroits, sur certains sites. Et voilà, c'est plutôt officieux qu'officiel. Voilà, mais j'ai les contacts pour pouvoir le faire. J'ai des contacts pour aller voir des choses un peu particulières, des objets particuliers ou des momies particulières. Ou voilà, donc bon, voilà, à force de tous ces voyages, j'ai réussi aussi à créer ce réseau à travers le monde comme ça de contacts, de relais, de connaissances et les gens après sont super contents de pouvoir partager une fois qu'ils ont confiance. Et de s'ouvrir, de nous dire des choses, et ça, c'est important aussi. Ouais. C'est vrai que depuis tes premiers voyages jusqu'à aujourd'hui, tu as acquis beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Au début, c'est vrai que je n'étais pas forcément un féru d'histoire ou des civilisations anciennes, des choses comme ça, même si j'adorais tout ce qui était égyptien ou maya ou inca, j'avais tout ça dans un petit coin de la tête. Et pour moi, c'était mes rêves d'enfant, tu vois. Donc, il fallait à un moment donné aussi, en tant qu'adulte, après, pouvoir assouvir tous mes rêves d'enfant. Ça, c'est fait. Voilà, maintenant, je travaille mes rêves d'adulte parce que le grand Patrice, il a aussi des rêves. Et voilà, donc je cultive mes rêves d'adulte et je veux essayer de les assouvir au maximum. Mais sauf que là, ils veulent pas qu'on voyage. Donc ça, c'est un peu pénible. Ouais, c'est très frustrant. Ouais, c'est un peu coincé. Ouais. Ah ouais, c'est une horreur. Ouais. Faut faire un voyage intérieur, du coup. Oui, mais alors celui-là, je le fais au quotidien, tu vois. Donc, voilà, il y a des choses que j'aimerais bien aller voir là, ça me titille, mais on peut pas pas faire de voyage, on peut rien faire, donc c'est vrai que c'est compliqué, ouais. C'est vrai que c'est pas du tout simple. Alors, quel fut ton premier voyage officiel? Les Crop Circle en Angleterre. C'est en 2004, le premier que je fais avec un monsieur avec qui je travaille déjà depuis quelques années. Je fais des régressions avec ce monsieur dans les vies antérieures pour régler un problème. Et un jour, il me dit, tiens, j'organise un voyage dans les Crop Circle, est-ce que tu veux venir? C'est un Américain. Et j'ai dit, banco, allons-y. Et donc, il parle très bien le français, parce que sa femme est française. Et voilà, donc je pars là-bas en Angleterre, je rencontre Francine Blake, qui est une des spécialistes du phénomène des Crop Circle là-bas en Angleterre, au niveau international. Et voilà, et c'est un coup de cœur qui s'est jamais éteint. Et voilà, Francine, c'est ma maman d'Angleterre, qui m'a appris tout ce que je sais sur les Crop Circle, qui m'a fait vivre des expériences incroyables, qui m'a fait travailler beaucoup sur moi aussi. Et voilà, quand je suis arrivé là-bas dans les Crop Circle, j'étais voilà, j'aime les choses carrées, organisées, prévues, anticipées, voilà. J'aime pas les mauvaises surprises et avec les Crop Circle, ça m'a appris le détachement, le lâcher prise, parce que on ne peut rien prévoir avec les crops, tu vois. Ça arrive du jour au lendemain. Ouais, il y en a un qui apparaît et qui disparaît parce que le fermier l'a coupé. Tu peux pas y aller parce qu'il pleut. Donc il faut faire avec le fermier, avec l'arrivée ou pas des Crop Circle. Il faut faire avec le groupe. Il faut faire avec le climat. Et Dieu sait que le climat n'est pas simple en Angleterre. C'est voilà, il pleut tout le temps, même l'été. Voilà, donc il faut jouer avec tout ça et voilà, donc il y a des distances aussi, de trajets, tout ça. Donc voilà, bon, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Ouais. Ça. Aujourd'hui, je subis comme tout le monde ce confinement, enfin ces confinements successifs et tout ce qui nous font vivre là avec cette histoire de Covid. Mais
mais c'est plus facile, j'ai l'impression pour moi, parce que j'ai justement cette facilité aujourd'hui à m'adapter un peu à toutes les situations. Et voilà, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de solutions, il n'y a plus de problèmes, il n'y a que des solutions. Il y a plus de choses qui sont insurmontables, parce que j'ai appris justement à travers toutes ces expériences de lâcher prise beaucoup et voilà, et de s'adapter tout le temps. Voilà. C'est ça. Donc c'est 2004, c'est le premier voyage en Angleterre, un truc de dingue. Voilà, j'ai adoré ça, ça a été une grande claque. Dès le premier voyage, tu as vu des crop circles? Ouais, dès le premier, on en a vu. Puis à l'époque, en 2004, il y en avait plein. Il y en avait en pagaille, quoi. Alors là, c'est ce monsieur qui organisait ce voyage, Chet, et puis l'année d'après, il fallait absolument que j'y retourne. Vraiment, c'était donc là, j'y suis retourné, pareil, dans un voyage qui était organisé par une dame, Isabelle, et là, j'ai revu Francine Blake une deuxième fois. Et l'année d'après, la troisième année, donc en 2006, j'ai organisé moi mon premier voyage, parce qu'en fait, quand je suis rentré en 2005, j'ai un pote qui avait un restaurant et qui me dit, mais là, tes trucs des crop circles, ça a l'air sympa, fais-nous une conférence là-dessus. Il me dit, j'en parle à mes clients, toi tu connais un petit peu de monde dans le coin, donc j'ai fait une conférence là-dessus. Et j'ai vu un petit article dans Nice Matin qui avait annoncé la conférence, alors que c'était pas prévu. Et donc il y avait, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui étaient là. Et à la fin de la conférence, ils sont venus me voir en me disant, mais nous on vient avec toi l'année prochaine. Et voilà, c'est comme ça que le premier voyage est né. C'était pas du tout prémédité, on va dire. Et on est parti la première année qu'avec des gens que je connaissais, grosso modo, on était une vingtaine. Et puis il y en a eu plusieurs après qui sont enchaînés, où je prenais des groupes de 30 maxi. Ouais. Et j'allais jusqu'à 4 voyages dans la saison. Chaque été, j'avais 4 voyages, 4 groupes de 30 à chaque fois. Et j'étais plein tout le temps, c'était incroyable. Et voilà, j'ai amené des centaines de personnes pour aller visiter les crop circles là-bas en Angleterre. Et ce qui me plaît beaucoup là-bas en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas que les crop circles. Donc il y a les crop circles, mais il y a aussi tous les sites mégalithiques qui sont juste dingues et magiques. Le plus connu étant Stonehenge, effectivement. Mais pas que, il y en a vraiment qui sont de toute beauté. Il y a aussi toute la partie des crânes longs sur lequel je travaille aussi beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses là-bas en Angleterre qui permettaient de lier tout ça. Et puis au British Museum, il y a le magnifique crâne en cristal qui est exposé. Et puis il y a un moai aussi de l'île de Pâques. Là-bas, pour moi, c'est ma deuxième maison, l'île de Pâques. C'est voilà, un grand moment aussi. Il y a des rencontres de dingue aussi là-bas. Enfin voilà, ça a été 2004, ouais. À partir de 2004 et tous les ans, donc ça fait, j'ai jamais loupé une année depuis 2004. J'ai toujours été dans les crop circles chaque été, sauf l'été 2020 où malheureusement tout était bloqué et que mes billets d'avion ont été annulés par British et j'ai pas pu y aller malheureusement. Et voilà, Et maintenant avec le Brexit, ça n'aide pas. Oh, je pense pas que ça change grand-chose. Tu sais, quand on allait là-bas, il fallait montrer un passeport pareil, il fallait changer l'argent pareil. Donc moi, ça va pas me changer la vie. Hein. On y restait une semaine. Là, il parle de visa de 3 mois. Moi, ça va vraiment me changer. Hein. Non, mais c'est vrai que l'Angleterre est pleine de mystères, de légendes, et puis bon, c'est un ancien pays colonisateur, donc qui a ramené aussi des cultures, des connaissances. Ouais, et c'est vrai que les crop circles, il y en a dans le monde entier, ça faut le dire, mais c'est vrai qu'en Angleterre, c'est un peu l'endroit où il y en apparaît le plus, où c'est le plus médiatisé. Ouais, voilà, je pense que c'est l'endroit où c'est le plus médiatisé, où c'est peut-être le plus facile aussi à observer. Comme on sait qu'il y a ce phénomène assez récurrent dans la région, donc c'est vrai que beaucoup de personnes surveillent et différemment. Moi, je suis assez rapidement mis au courant quand il y a un nouveau crop circle. S'il y en a un nouveau, vers les 10 heures au plus tard du matin, je suis au courant et je sais où il est. Et pourquoi je sais où il est? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'on va visiter les crop circles, chaque été, on va les survoler aussi pour bien les voir d'en haut. C'est vraiment agréable. Et on les survole avec des petits ULM et on est en fait c'est dans une école d'ULM. Et cette école d'ULM, tous les matins, à partir de 8 heures, ils font des rotations avec des élèves pour leur apprendre à piloter. Et ils tournent dans la région. Et donc, dès qu'il y en a un nouveau, c'est tellement immense le bazar. Ils les voient, ils les notent. Et comme ça, vers 9h30, 10h, ou à la fin de leur première rotation, ils me passent un petit coup de fil ou c'est moi qui les appelle. Et ils me disent, bah, tiens, on en a vu un nouveau à tel endroit, ou alors il n'y a rien, ou voilà.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on le sait assez rapidement. Tu vois, il y a des ULM aussi. Donc il n'y a pas que mon école, il y a d'autres personnes aussi qui ont des ULM qui tournent. Voilà, donc c'est assez simple. Le terrain est assez plat avec des petites collines autour. Donc on a facilement des petits points dominants parce que si tu passes à côté d'un champ sur la route, s'il y a un crop circle, tu vois rien. Vois pas. Non. Voilà, tu le vois pas. Donc il faut vraiment avoir des points un peu en hauteur ou avoir des survols. Donc je reste persuadé, mais en France, qu'il y a une année, il y a un monsieur qui était venu dans un des voyages et il avait parlé du voyage qu'il faisait avec un pote à lui qui était agriculteur dans le centre de la France. Et il lui dit qu'il va passer une semaine dans les champs de blé en Angleterre. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre pendant une semaine dans les champs de blé? Donc il lui explique les crop circles et le monsieur, le fermier, lui dit, mais moi aussi j'en ai des fois dans mes champs. Ah Il ouais. dit, mais comment ça, t'en as dans ton champ? Il dit, ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, on les voit quand on est sur le tracteur et on moissonne. Ah. Tu vois? Voilà. Oui, parce que tous les Donc, agriculteurs sont pas conscients, ouais. Non, et puis ils les voient quand ils sont en hauteur dans le tracteur, quand ils vont moissonner. Si tu passes dans le champ à côté, tu le vois pas. Moi, ça m'est arrivé de chercher un crop circle. On était dans un champ, on l'a cherché pendant un bon moment et on le voyait pas. On a beau se mettre les uns sur les autres, sur les épaules pour essayer de monter, ou avec des perches, avec les caméras. Enfin, on a tout essayé. Et celui-là, je l'ai cherché pendant 45 minutes, impossible de le trouver. Et ce qui m'a fait trouver le crop circle, c'est qu'à un moment donné, au-dessus du crop circle, dans le ciel, il y avait une boule de lumière. Les fameuses. Ouais. Et on s'est dit, la boule, elle est là, le crop, il est dessous, on est parti. Et effectivement, le crop était bien là. J'ai voulu photographier, j'ai sorti l'appareil, j'ai photographié la boule de lumière et pfiou. Photographie pas. C'est un peu dur à les avoir. De temps en temps, il y en a certains qui arrivent, mais c'est très dur. J'en ai vu 3 fois, moi, mais c'est pas simple de les choper, ouais. Est-ce que dans les crop circles, tu ressens des fréquences? Est-ce que tu ressens au niveau énergie qu'il y a quelque chose qui se manifeste? Pendant des années, effectivement, je sentais vraiment dans tout mon corps les crop circles. C'est très puissant. Hein. Et une année, quand j'y suis retourné, je ne sentais plus rien du tout. Mais plus rien. Hein. Et maintenant, je ne sens plus rien. Et j'en parlais avec Francine. Et Francine, elle me dit, mais c'est normal, c'est parce que maintenant, tout ton corps, tout ton être, toutes tes cellules est avec la même vibration que les crop circles. Donc c'est normal que tu la sentes plus. Et c'est vrai qu'au début, je la sentais très fort, puis ça s'est estompé petit à petit jusqu'à maintenant où quand je suis dans un crop, ça me fait plus rien. Que je crois, parce que quand je rentre d'une semaine dans les crops, et généralement l'avion qui me ramène d'Angleterre arrive très tard à Nice, vers les 11h30, et donc je rentre chez moi sur la pointe des pieds, je me glisse dans le lit à côté de ma femme, et elle me dit, mais c'est pas possible, tu vas dormir sur le canapé, tu vibres comme une pile. Elle le sent, elle, tu sais, donc ça, c'est que l'énergie, elle y est encore, tu vois, même moi, si je la sens pas, elle y est encore, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, et c'est pour ça qu'on fera des vidéos sur les crop circles, parce que c'est un sujet à part entière. Qui est très complexe, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est de très très beaux voyages que je voulais faire depuis des années avec toi, et bon, j'ai été pris sur d'autres choses, mais promis, je t'accompagnerai parce que ça me... Ouais, il faut pas tarder parce que plus le temps passe, et moins il y a de crop circle quand même. Il paraît. Ouais, et quand je suis arrivé en 2004, la première année, ça pleuvait comme des petits pains, hein, je te jure, il y en avait 2, 3, 4 nouveaux chaque matin. Chaque matin. On regardait les photos de ceux de la veille qu'on n'avait pas encore vus. On regardait les photos, on dit, oh non, celui-là, non, il est pas beau, on va pas le voir. Ou celui-là, non, il est trop petit, on va pas le voir. Tu vois, on choisissait. Des enfants gâtés, je te jure. Voilà. Et maintenant, il y en a beaucoup moins. Si on en voit un par jour, on est content. Des fois, on en voyait 4 dans la journée ou 5 dans la journée. Tu en avais 2 quasiment dans le même champ, des fois, qui apparaissaient. Donc voilà, c'était des enfants gâtés. Et voilà, on a eu beaucoup d'informations. Et comme tout apprentissage, il faut bien qu'à un moment donné, on quitte le maître pour emmagasiner tout ça, pour intégrer tout ça, tu vois. Voilà. Francine, elle me dit que c'est une encyclopédie pour les générations futures, que c'est la Bible de demain. Il y a eu tellement de messages, tellement de dessins. C'est ça. Voilà, on a des choses dedans qui dépassent l'entendement. Hein. On y retrouve la vitesse de la lumière, on y retrouve Pi, on y retrouve la suite de Fibonacci, on y retrouve
des fréquences sonores, on y tellement de choses. Voilà, et ils veulent nous faire croire que c'est deux papis 70 ans qui s'amusent à faire ça, ou les jeunes. Ou les tornades, ou... Oui, voilà. Donc, enfin bon, Tant pis pour eux. Ils pensent qu'ils veulent. Ouais, non, c'est sûr, mais voilà, il y a tellement de belles choses à l'intérieur. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas une science, mais qui est vraiment des centres de recherche qui spécialisent dessus. Il y en a eu un aux États-Unis qui a travaillé pendant des années sur le phénomène, et qui n'arrivait pas à reproduire en laboratoire ce qui se passait au niveau d'un crop circle. Donc, et à tout le niveau, au niveau de la Terre, au niveau des cultures en elles-mêmes, ça modifiait tellement de choses. C'est vrai que c'est très vaste. Donc voilà, un phénomène magique qui me passionne, et voilà, ça a été un de mes rêves d'adulte, les crop circles, parce que quand j'étais gamin, personne n'en parlait, il y avait très peu d'écrits là-dessus, il y avait pas grand-chose. Et voilà, ça c'est vraiment arrivé ça sur le tard au niveau de mes envies, mais voilà, belle expérience. Et je ne peux pas ne pas aller l'été au moins une semaine, c'est pas possible, je peux pas. Voilà. Grande dame de ma femme qui aimerait bien qu'on puisse aller en vacances ailleurs, mais c'est pas possible, C'est vrai. Alors on va prendre l'avion à partir d'Angleterre, on va aller sur l'île de Pâques maintenant. Ah, l'île de Pâques. L'île de Pâques. Alors l'île de Pâques, ça fait partie ce qu'on appelle le triangle polynésien, où tu as l'île de Pâques en bas à droite, où tu as en face la Nouvelle-Zélande à gauche, et en haut tu as Tahiti, Hawaï et Hawaï. Donc ça c'est le triangle polynésien. Pour beaucoup de personnes, ça serait les restes encore visibles de la Lémurie, et qui auraient été à cet endroit. Et je pense que c'est effectivement ça aussi. Parce que sur place, quand on est sur l'île de Pâques, on a des sensations très particulières. C'est très bizarre d'être sur l'île de Pâques. C'est vraiment, honnêtement. C'est une île qui est très magnétique. Il y a des endroits sur l'île où la boussole ne tient pas. Le nombril du monde ? Ouais, sur le nombril du monde, entre autres, ouais. Et j'adore cet endroit. J'y passerai des heures. Et c'est vraiment une sensation particulière. Ce continent de la Lémurie, on l'a retrouvé sur différentes cartes anciennes, que ce soit sur les pierres d'Ica, sur les pierres de la Mana, sur d'autres anciennes cartes où on retrouve ces continents qui n'existent plus aujourd'hui. Mais et voilà, donc là on a vraiment fait un trajet incroyable, puisque c'est l'île la plus éloignée de tout au monde. C'est 14 heures de vol pour faire Paris-Santiago. C'est le vol le plus long sans escale d'Air France. Et ensuite, il faut faire Santiago-Angaroa, qui est la capitale de l'île de Pâques. Il n'y a qu'une ville, c'est Angaroa, là où il y a l'aéroport. L'aéroport, il y a un aéroport aujourd'hui parce que c'est en fait la NASA qui avait, de par ses calculs savants, si un jour, c'est quand il y avait les navettes Voyager, tu sais, il se disait que si une des navettes devait rentrer un peu en catastrophe et atterrir quelque part dans l'océan Pacifique, ça serait là. Et donc, c'est la NASA qui a construit une piste d'atterrissage pour la navette spatiale, qui est devenue la piste d'atterrissage pour les avions, aujourd'hui encore à l'île de Pâques, sur l'île de Pâques, à Angaroa. C'est grâce à la NASA qu'on a pu avoir des avions sur l'île de Pâques et relier l'île de Pâques avec par avion. Sinon, avant, c'était que par bateau, et là, c'était super long, quoi. C'était un mois et demi. En pirogue. Oui, c'est ça, tu vois. Mais ils l'ont fait, hein. Ouais. Donc voilà, cette île est juste magique. Encore plein d'inconnus, j'imagine aussi. Ouais, tu sais, quand tu relis il y a 3 volcans aux angles c'est comme un triangle, l'île de Pâques, comme ça. Quand tu relis les 3 volcans, ça fait un triangle parfait. T'as le nombre d'or. Enfin, il y a plein de choses. C'est comme si l'île avait été terraformée, tu sais. C'est dingue. Et voilà, il y a des énergies incroyables. On pourrait faire toute l'émission sur l'île de Pâques, et on pourrait y revenir avec grand plaisir. Ouais. Et voilà, j'adore cette île. Quand tu es sur cette île, l'année dernière, j'avais dit, bon, allez, non, pas l'année dernière, hier, en 2019, j'avais dit, allez, c'est fini, c'est mon dernier voyage sur l'île de Pâques, voilà. Et puis quand je suis sur l'île de Pâques, je me dis, non, mais c'est pas possible. Elle t'appelle. Mais ouais, je peux pas dire, c'est mon dernier voyage sur l'île. Donc je suis revenu là-dessus. Je ne dirais plus que c'est mon dernier voyage sur l'île de Pâques. Non, il y a tellement de choses, puis il m'est arrivé tellement d'aventures incroyables là sur cette île. Et non, elle est vraiment très particulière. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si
comme si en même temps tu étais dans le ventre de ta mère, tu vois. C'est quelque chose de très enveloppant, comme ça, très protecteur et avec beaucoup d'amour. Et comme si en même temps tu étais dans un vaisseau spatial, tu vois. Donc, tu vois, le grand écart, c'est voilà, c'est très stellaire en même temps. C'est juste t'es relié avec les étoiles. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est très particulière cette île. Même les locaux, hein, ils disent que ils viennent du ciel. Oui, bien sûr. Mais partout, hein. Partout, Oui. les anciennes cultures, Amérindiens, tous Mayas. te montrent le ciel, ouais, tous. C'est ça. Quand tu leur demandes d'où viennent leurs ancêtres ou qui sont ces dieux dont ils parlent, ils te montrent tous le ciel et les dieux, ils viennent jamais du continent d'à côté ou de sous les mers ou non, ça vient toujours du ciel. Ouais. Et ce qui est intéressant, on en reparlera aussi dans une autre vidéo, mais c'est l'architecture qu'on retrouve partout dans le monde à l'identique. Oui, on retrouve des structures dites mégalithiques, donc méga, grand et lithique, les pierres, donc avec des grosses pierres. Ça, on en retrouve partout. On retrouve des structures pyramidales partout dans le monde. On retrouve des techniques de construction qu'on retrouve partout dans le monde, avec ces murs polygonaux et ces constructions antisismiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose de magique. Et j'essaye, moi, d'aller voir les pyramides un peu partout dans le monde aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'on connaît beaucoup celles d'Égypte, forcément, qui sont les plus célèbres dans le monde, mais pas que. On a les pyramides également. Moi, je vais souvent en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, au Pérou, au Mexique, en Équateur. Il y a de merveilleuses pyramides en Équateur. C'est des pyramides de type ziggourate avec des rampes d'accès comme ça, comme on peut retrouver en Égypte également. Voilà, donc il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où il y a des pyramides que j'adore aller voir. Il y en a une très belle en Angleterre. Quand on fait le voyage en Angleterre, il y en a une qui est très belle aussi. Il y en a en Espagne, sur les îles Canaries. Il y en a en Italie, en Sardaigne. Il y en a en France. Voilà, il y en a partout des pyramides. C'est pas qu'un phénomène comme ça dans un coin de la planète. Non, les pyramides, il y en a partout. Il y en a plus de 250 en Chine. Aujourd'hui, on peut pas aller les voir, c'est interdit. Le gouvernement chinois ne veut pas qu'on puisse aller les observer ou même travailler ou faire des recherches. C'est hors de question. Et comme j'ai déjà été voir toutes ces pyramides, il y en a celle que j'ai adorée aussi, c'était celle à l'île Maurice aussi, qui sont très très belles. Il y a 7 pyramides qui sont magiques. Et voilà, et en travaillant sur les pyramides comme ça, forcément, j'avais entendu parler de pyramides de Bosnie. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur Internet, voir un petit peu qui était ce bonhomme-là, qui avec son chapeau aussi, qui fait de la concurrence à Indiana Jones, et savoir qui était un peu le garçon. Et donc, je prends contact avec lui et il me dit, bah, écoute, viens voir et qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai dit, ok, bon, je vais venir voir. Puis j'en ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit, mais nous, on vient avec toi. Je me suis retrouvé avec un groupe. On était une vingtaine aussi pour partir. Et donc, on a fait un voyage comme ça. Le premier voyage, c'était en 2012-2013, je crois. J'étais le premier Français à amener des groupes là-bas. Voilà, mais je voulais vraiment rencontrer ça, mais Osman Ganegik, qui est l'archéologue qui a découvert ça. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Sam. J'y suis retourné l'année d'après et il m'a montré d'autres trucs. J'y suis retourné une 3e année et puis là, il m'a dit, bon, moi, ça serait bien, est-ce que tu voudrais pas gérer le site pyramidedebosnie.fr en langue française. Donc, j'ai lancé le site pyramidedebosnie.fr, même si je suis pas très actif dessus, mais voilà, il a le mérite d'exister. Il y a beaucoup d'informations dessus déjà. Voilà, et j'y vais chaque année parce que je pense avoir eu beaucoup de réponses à mes interrogations. Sam a été d'une transparence incroyable. Il m'a montré tous les lieux, même des lieux que je n'avais pas demandé. Là aussi, on retrouve en Bosnie un mur avec des pierres incroyables qui font plusieurs tonnes, avec un mode de structure aussi avec ces fameux murs avec les pierres comme ça, comme au Pérou, polygonaux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a les sphères en pierre en Bosnie. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des sphères qui sont incroyables. Il y en a des petites, là ils en ont trouvé une. Enfin là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils l'ont trouvée, celle-là. Celle qui est en photo là avec toi là. Ouais, elle fait plus de 2 mètres de diamètre, elle est incroyable. Mais on a percé le mystère de ces pierres ou pas? Parce que c'est étrange. Ouais, non, c'est étrange. Et pareil, ce phénomène des pierres, on le retrouve partout. Ouais.
un mégalithique, des mégalithiques incroyables aussi dans les tunnels, enfin beaucoup de choses. On pourra faire une émission complète si tu veux sur Oui. sur la Bosnie avec grand plaisir, ouais. C'est vrai que la Bosnie, en plus, c'est pas très loin. Ça Non, se c'est fait pas très loin, bien. non. Ouais. Et c'est vrai que y a pas mal de lieux à visiter. Hein. Y a plusieurs pyramides, y a les sphères, il y a tout ça. Mais c'est vrai que Ouais. c'est assez impressionnant. Et puis l'énergie du lieu, enfin c'est juste magique, incroyable. Incroyable, ouais, vraiment incroyable. Il se passe des trucs de dingue dedans. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Ouais. Exactement. Et j'en profite vu qu'on est sur les pyramides de Bosnie. Ce CD de musique qu'on trouve sur le site Pyramide de Bosnie de Patrice Marty, qui a été fait aussi en collaboration avec Franck Nabet que j'ai interviewé. Et en fait, c'est un CD de musique qui est partagé en 2 parties. Et tu peux expliquer si tu veux. Ouais, c'est des sons qui ont été enregistrés sur les différents sites là-bas en Bosnie. Et en fait, ce ne sont pas des sons, ce sont des ultrasons. Qui ont été rendus audibles par la technique pour que nous on puisse les entendre. Et il y a des sons vraiment de dingue, quoi. Il y a des choses très particulières. On pourra vous les faire écouter si on fait une émission ensemble sur la Bosnie, on vous les fera écouter avec grand plaisir, hein, Pierre, on fera ça. Hein. Ouais. Et donc ces sons m'ont été confiés par Sam parce que j'avais dans l'idée de créer un CD où on pouvait y associer une musique méditative. Donc on a un CD comme il vous l'a montré Pierre, qui fait 52 minutes, où on a une première partie où on a tous les sons bruts qui m'ont été confiés par la Fondation des Pyramides de Bosnie là-bas. Et ensuite, il y a ces mêmes sons qui ont été retravaillés avec une musique qui a été créée par Franck Nabet, qui est un ami. Et quand je lui ai parlé du projet, il a trouvé ça génial. Et tous les fonds qu'on récupère sont reversés pour la fondation pyramidebosnie.fr là-bas et voilà et Franck nous a sorti de super jolies musiques et avec de belles choses qui sont proposées sur ce CD. On le vend 10 € et voilà. Mais encore 1000 merci à Franck pour ce travail remarquable. Ouais, vraiment très beau CD et méditer avec parce que c'est très étrange comme ça. Oui, Franck il travaille comme musicothérapeute, il a créé plein de choses, donc mais je crois que tu l'as reçu déjà et vous avez déjà fait une émission ensemble, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un avec un cœur comme ça et voilà, je le remercie encore 1000 fois. Bon, écoutez, n'hésitez pas à aller l'acheter et découvrir ce magnifique CD. Alors, pourquoi Message de Lemuria sur un CD sur la Bosnie? Parce que souvent on me pose la question. Oui. Et en fait, quand je suis arrivé la première fois en Bosnie, visiter ces structures avec cette pyramide qui est gigantesque, hein, qui est vraiment la plus grande pyramide du monde aujourd'hui, je reconnaissais pas l'énergie. C'est l'énergie sur laquelle j'étais pas familiarisé alors que j'avais visité les pyramides d'Égypte, j'avais visité celles du Mexique, d'Amérique du Sud, centrale, etc. Même ici en Europe, aux Canaries ou en Sardaigne, enfin un peu partout, et je reconnaissais pas l'énergie. C'était pour moi quelque chose de totalement nouveau. Et donc, je suis reparti avec ça du premier voyage. Et la même année, donc ça c'était au mois de juin, et la même année, au mois d'octobre, je vais sur l'île de Pâques pour la première fois. Et là, je me retrouve confronté avec la même énergie que sur la Bosnie. Et c'est pour ça que pour moi, il y a cette relation avec la Lémurie. Et je pense que ces pyramides de Bosnie ont un lien avec peut-être la Lémurie ou les habitants ou les scientifiques de la Lémurie, que sais-je. Mais il y a quelque chose énergétiquement. Ça match entre les deux et je ne sais pas pourquoi, mais ce lien, je l'ai fait de par mes ressentis et c'est pour ça que le CD, je l'ai appelé Message de Lemuria. Voilà. Écoute, c'était une question que je me posais, donc tu as répondu à cette question. Ouais, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, vous découvrirez la prochaine vidéo avec les pyramides de Bosnie parce que c'est un sujet très long, très complexe et qui mérite d'être expliqué en détail. Voilà. Oui. Alors, avant qu'on parte sur les crânes de cristal, j'aimerais que tu nous voyages un peu en Égypte parce que tu as fait de beaux voyages là-bas avec les dauphins, aussi les pyramides et aussi la vallée du Nil. Est-ce que tu peux nous… Ouais, ça c'était vraiment un de mes rêves de gosse que d'aller visiter toutes ces pyramides là-bas. C'est juste de la magie, ouais. J'ai adoré. J'ai eu une chance incroyable quand on est arrivé sur le plateau de Khéops. Il n'y avait pas grand monde. Et mon guide me dit, si vous voulez rentrer à l'intérieur, il faut vraiment être les premiers pour pas perdre de temps. Et donc, on avait un guide égyptien, donc lui, il passe par derrière pour récupérer des billets assez rapidement, qu'on puisse rentrer sur le site. Et on arrive dans les premiers.
Et là, je discute avec une amie et puis ma femme des différents dieux égyptiens, etc. Et le gars qui est à l'entrée nous entend parler, mais on fait pas attention parce qu'on discutait entre nous. Et avant de rentrer dans ce premier couloir là, qui amène en haut jusqu'à la chambre, il nous dit non, attendez, restez là. Donc on attend. Et là, il y a un couple d'Asiatiques qui descendent, qui sortent en fait de là-haut. Et il nous dit, allez-y, vous avez une demi-heure. Je fais plus rentrer personne pendant une demi-heure. Wow. Allez-y, c'est pour vous. Donc on part. Très heureux. Magnifique, un cadeau, tu vois, du ciel. Et on est resté une demi-heure seul dans la chambre là-haut. Et on en a profité pour s'allonger dans le sarcophage, pour vraiment faire un travail de dingue, quoi. C'était absolument pas prévu, absolument pas organisé. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Moi, j'avais un crâne en cristal avec moi aussi, que j'ai pu mettre dans le sarcophage pour voilà. Donc voilà, ça a été des moments magiques à l'intérieur de Khéops. Vraiment, ça a été un magnifique cadeau. Et voilà, je remercierai jamais assez ce gardien, je sais pas comment on dit, à l'entrée de cette pyramide et ce concours de circonstances qui s'est passé. Voilà. Donc voilà, c'est des choses magiques. Saqqara, j'ai adoré aussi aller à Saqqara. La structure est un truc de dingue et aller dessous dans ce hypogéum où il y a ces sarcophages gigantesques avec des coupes à la perfection comme si c'était taillé au laser. Mais les blocs font plusieurs tonnes. C'est incroyable. Ils disent que c'était des tombes pour mettre à l'intérieur des bœufs ou des choses comme ça. Mais on sait qu'il n'y avait pas de bœufs à l'intérieur. Et voilà, mais ils n'arrivent pas à trouver d'explication. Et comme pour le sarcophage dans la chambre du roi, voilà, ils nous disent que les pyramides, c'est des tombeaux. On n'a jamais trouvé un corps dans une pyramide. Jamais. Jamais. Donc, ce ne sont pas des tombeaux. Faut arrêter de croire ça. C'est voilà. Donc, c'est l'Égypte et toute la vallée du Nil. Moi, ça a été voilà, une révélation. J'ai adoré. C'était. Puis ce qui est drôle, c'est que ces tombeaux-là ressemblent un peu, je trouve, aux tombeaux que tu as montrés au Japon. Oui, c'est vrai, absolument. C'est vrai qu'il y a des concordances avec les sites mégalithiques du Japon. Voilà, ça c'est un de mes rêves. Hein. Oh là là, le Japon, voilà, je rêve d'aller au Japon. Mais voilà, sur l'Égypte, pour revenir à l'Égypte, c'est vrai que c'est un pays de dingue, quoi. Alors, tout le monde sait à peu près que effectivement les pierres n'ont pas été taillées, elles ont plutôt été moulées. C'est à peu près admis par tout le monde, même le corps scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, ils veulent pas l'admettre parce que ça remettrait en question pas mal de choses. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais les temples sont juste dingues, quoi, avec la truc colossal, une perfection qui dépasse l'entendement. Vous avez le film de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, La révélation des pyramides. Je m'engage vraiment à le voir si vous l'avez pas vu. Ça vous expliquera plein de choses et beaucoup mieux que moi sur ces pyramides et sur toute la région. Mais c'est vrai qu'on se sent tellement petit quand on est là-bas. On a l'impression qu'une partie de notre histoire a été coupée. Oui. Ça, c'est et pas qu'au niveau d'Égypte. Hein, tellement sur tellement de choses. Je reprends souvent l'exemple de Christophe Colomb, le pauvre garçon, il est arrivé le dernier là-bas en Amérique et ils nous le vendent comme si c'est lui qui avait découvert ça, quoi. On sait que c'est le dernier à être arrivé. Il avait juste je pense, une bonne agence de com, c'est tout, quoi. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça et qui font que ça devient des vérités et alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Et il y a plein d'exemples comme ça à travers l'histoire et malheureusement. Des hypothèses ont vite tendance au fil des années de devenir des vérités. Et ça c'est dangereux, ouais, ça c'est sûr, hein. Il y aurait de quoi faire pour réécrire l'histoire du monde, hein. Oui. Alors les crânes de cristal, bon, tu as fait d'autres voyages, hein, on en reparlera, mais les crânes de cristal et les crânes anciens sont deux thèmes un peu séparés, même si ça peut se rejoindre. Les crânes de cristal, c'est donc je te disais tout à l'heure, j'ai commencé à dessiner les crânes, j'avais 6 ans ou 7 ans, j'en dessinais un peu partout et c'était pour moi totalement normal que de dessiner ces crânes. Il n'y avait rien de morbide là-dedans, mais un petit garçon de 6 ans ou 7 ans qui dessine des crânes, c'est vrai que ça inquiète un peu les profs et les parents.
Donc j'ai vite compris que ça embêtait un petit peu quand mes parents étaient convoqués, tout ça. C'est les pirates. Ouais, voilà, donc j'ai fait des bateaux de pirates. Ah bah. Et voilà, donc ça me passait beaucoup mieux. Et un petit garçon de 7 ans qui dessine bateau de pirates, c'est normal, mais voilà. Donc je mettais mon petit crâne où je dessinais les voitures, je mettais les crânes sur les portières, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, ça m'a jamais quitté. Puis là, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert dans un bouquin le crâne de Mitchell Hedges. Et voilà, j'ai su que c'est ça que je dessinais. Pourquoi? Je sais pas, c'était comme ça. À l'époque, j'avais pas encore toutes les réponses. Et en 2005 ou 2006, je vais rencontrer Max en Hollande, qui est un des crânes de la légende Maya pour moi. Et voilà, là, je prends une claque. Quand je mets les mains sur Max, j'ai comme un film qui me revient. Je vois plein de choses, des choses que je connais pas encore, qui sont le Mexique en fait. Et voilà, et donc c'est comme ça que je pars au Mexique la première fois en 2007, je crois, parce qu'il faut absolument que je me reconnecte avec cette énergie parce que c'est vraiment un des berceaux de toute l'histoire des crânes de cristal, le Mexique, le Guatemala, l'Honduras, le Belize, voilà, il y a plein de lieux comme ça. Donc voilà, je travaille beaucoup sur les crânes et après avoir rencontré Max en Hollande, l'année d'après ou 2 ans après, j'arrêtais pas de rêver de Max en France et je rappelle le monsieur américain avec qui j'avais fait le voyage dans les Crop Circle et qui connaissait bien la gardienne de Max. Et je lui dis, écoute, renseigne-toi, j'ai l'impression que Max vient en France et j'aimerais bien savoir quand. Et il me rappelle, il me dit, écoute, non, j'ai eu la gardienne. Il y a rien de prévu pour que Max vienne en France. Mais il me dit, mais toi, tu fais de l'événementiel, tu organises des manifestations, pourquoi toi, tu le fais pas venir en France? Je dis, ouais, pourquoi pas. Et voilà, ça commence comme ça. Et je fais venir Max et je suis à l'initiative donc du premier festival des crânes de cristal en France où il y a Max. L'année d'après, il y a Mitchell Hedges. Je fais venir Shannara, Synergy, Mahama Satman, Kinbats. J'en fais venir beaucoup, Jade, enfin beaucoup de crânes anciens qui vont passer comme ça tous les 2 ans sur le festival des crânes de cristal. Moi, ça me donne la possibilité aussi de rencontrer tous ces gardiens, de rencontrer tous ces crânes. Et voilà, maintenant, quand je voyage aussi un peu à droite, à gauche, à travers le monde, j'ai des contacts pour aller voir les crânes ou les gardiens. Et voilà, donc c'est plutôt bien. J'ai fait venir des chamans, j'ai fait venir donc voilà, plein de gens comme ça qui me suivent et que je suis et voilà. C'est une histoire d'amour, quoi, les crânes. Ouais, les crânes, ouais. Et puis quand j'étais au Mexique, j'ai reconnecté avec plein de choses. J'ai compris plein de choses. J'ai vécu des choses magiques. On pourra faire une émission aussi, si tu veux, sur les crânes de cristal et revenir en détail sur tout ça avec grand plaisir. Ouais. Super. Et les crânes anciens, du coup, qu'est-ce que c'est? Les crânes anciens, pour moi, c'est vraiment les crânes en cristal qui sont très vieux. On parle de cette légende maya de 13 crânes de cristal. Et pour moi, c'est les crânes anciens, c'est 13 crânes là. C'est des crânes qui sont juste magiques. J'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns, de passer du temps avec pendant les festivals des crânes de cristal, comme j'organisais ça. C'est vrai qu'ils arrivaient généralement 2 jours avant, ils restaient un petit peu après, donc je passais beaucoup de temps avec. Le soir, des fois, les gardiens me confiaient leurs crânes pour la nuit, donc je dormais avec les crânes, avec Max, avec Shannara, tu vois. Voilà, j'ai passé des moments de dingue, quoi. Et voilà, très privilégié avec une relation particulière aussi, du coup, avec ces gardiens, tu vois. Mais ça, c'est donc tous ces crânes anciens. En fait, les crânes de cristal, on les modernes plutôt. Il y a 3 catégories, on va dire. Il y a les crânes anciens, pour moi, ceux qui font partie de la légende maya. Il y a les crânes plutôt vieux. Et après, il y a ce qu'on appelle les crânes modernes ou contemporains. Donc voilà, et pour moi, les crânes anciens, c'est vraiment les crânes les plus incroyables, quoi, qui sont sculptés, on ne sait pas comment, avec des techniques qui ne devraient pas être là, avec des... Voilà, c'est super particulier, ouais. Ils ont une énergie très particulière aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu, quand j'ai créé ce festival des crânes, j'ai reçu beaucoup de crânes de cristal. Les gens me demandaient aussi comment continuer après à travailler avec l'énergie des crânes de cristal, même de ces crânes anciens. Il y en a un à Paris au British Museum aussi, il y en a dans les musées. Enfin, c'est pas toujours simple d'avoir accès à tous ces crânes, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer cet oracle des crânes de cristal,
pour que les gens puissent garder le lien comme ça avec avec l'énergie de ces crânes. Et j'ai des super retours, même de la part de thérapeutes qui me disent vraiment d'avoir des choses très particulières qui se passent, ce qui est très fort, très puissant, avec l'énergie de ces 52 crânes. Pourquoi 52? Parce que la grand-mère Fleur de Mayo, avec qui je travaille, une grand-mère du Guatemala, elle m'expliquait que pour eux, au Guatemala, il n'y a pas juste 13 crânes anciens. Il y aurait 4 lignées de 13 crânes anciens. Donc 4 fois 13, 52, dont une lignée effectivement qui est en cristal. Et les 3 autres lignées sont d'autres pierres. Et c'est vrai qu'on a trouvé des crânes avec d'autres matériaux, d'autres pierres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un oracle avec 52 cartes à l'intérieur. Ah voilà. Et, voilà, c'est celui-là, absolument. Ouais. Et voilà, donc j'ai voulu un coffret avec juste sur la carte où il y a que le crâne avec son nom, pour vraiment qu'il n'y ait pas d'autre chose et que l'énergie n'interfère pas avec d'autres informations qu'il aurait pu avoir sur la carte. Après, dans le petit livret, on a l'explication, une petite histoire du crâne, un message, enfin voilà, plein de choses. Mais donc voilà, j'ai voulu quelque chose d'assez puré au niveau des cartes, avec l'énergie dorée sur les tranches, tout est doré à leur fin. Et voilà, avec un petit livret, la boîte, et on a un joli coffret aujourd'hui qui existe. Voilà, je suis super fier de l'avoir sorti. Et là, je suis en pour parler avec une maison d'édition aux États-Unis qui souhaiterait l'éditer également. On croise les doigts pour que ça serait super. Ouais. Ah, ce serait cool, ouais. Parce que c'est le premier jeu de cartes en plus, comme ça. Mais il y en a pas d'autres sur les. Alors, il y a déjà des jeux de cartes sur des crânes de cristal, mais il y a des dessins de crânes, tu vois, en 3D ou des choses comme ça. Donc c'est joli, hein, mais ça n'a rien à voir avec de vrais crânes. Après, avec l'énergie aussi éventuellement. Ouais, il y en a un autre qui a été fait avec des crânes, mais qui sont pas forcément des crânes connus. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de. Voilà, c'est juste par rapport à la pierre en elle-même, la matière. Mais voilà, là c'est le seul qui existe avec vraiment les vrais crânes qui sont dessus, quoi. Et j'ai eu l'autorisation des gardiens qui m'ont confié les photos, qui m'ont confié tout ça. Et voilà, c'est une belle énergie avec les crânes. Donc voilà, si en plus il est édité aux États-Unis, j'espère que derrière peut-être d'autres pays seront intéressés après à le faire, peut-être en espagnol, en italien, que sais-je. Et voilà, on verra. Ouais, on verra, mais voilà, ça reste dans les tuyaux ça en ce moment. Et j'ai passé toutes les fêtes de Noël, là, les décembre dernier, à travailler sur un site internet vraiment dédié au crâne de cristal. J'en avais déjà créé un en 2006, mais l'hébergeur avait disparu et le site avec. Et malheureusement, j'avais rien refait depuis. Et donc là, depuis le 1er janvier, j'ai relancé ce site sur les crânes de cristal, où il y a énormément d'informations. Donc, ça s'appelle moncrânedecristal.com. Et vous verrez, il y a beaucoup d'informations. On retrouve les 13 crânes anciens, on retrouve les crânes vieux les plus célèbres, on retrouve les crânes contemporains, tous les chercheurs, tous les tests qui ont été faits autour des crânes de cristal. Et vraiment beaucoup d'informations, vous verrez sur... Et en plus, tu as mis une boutique pour qu'on puisse acheter quelques crânes, enfin des petits gabarits. Oui, moi je suis gardien de plusieurs crânes anciens qui ont été, vous l'avez compris, en contact avec tous ces crânes très anciens. Et voilà, donc aujourd'hui je commercialise quelques crânes. J'en ai pas beaucoup, mais c'est plutôt des petits crânes parce que je préfère avoir de la qualité plutôt qu'avoir de la quantité. Et c'est avec un cristal de l'Himalaya qui est vraiment très pur, avec de très belles qualités de cristal, avec une très belle vibration. Et voilà, donc quand je les reçois, je mets tous les petits crânes au milieu, je mets tous les miens autour, mais pour que l'énergie, l'information circule et soit diffusée, donc et puisse activer ces petits crânes. Donc voilà, quand je les envoie, je sais qu'ils sont chargés de ces informations-là. Et voilà, donc sur le site, il y a la boutique, on retrouve l'oracle bien évidemment, mais ces petits crânes que je vends aussi. Ou là, j'ai sorti aussi l'arbre séphiroth avec les crânes anciens. Et les crop-circles. Et un autre avec les crop-circles, effectivement. et voilà, ça fonctionne plutôt bien en termes d'énergie, ça marche plutôt bien aussi. Donc voilà, des petites choses comme ça qui. Les sets de table aussi avec. Alors les sets de table, c'est rigolo, ça c'était avec les crop-circles, mais. Je m'aperçois que les gens ont totalement détourné le produit. Alors à la base, c'est des vrais sets de table en PVC. C'est un fabricant professionnel de sets de table qui m'a fait ça. Donc c'est une super qualité. Ils sont lavables à l'eau, machin, etc. Et donc au début, j'avais mis sets de table sur le site. Et les gens m'ont tellement
détourné l'objet, que j'ai changé le nom, j'ai mis 7 d'harmonisation, parce que j'ai une dame qui m'a dit, ben moi je le mets sous mes plantes pour, ça leur donne, Oui. voilà. Il y en a une, elle me dit, moi je dors dessus. Il y en a une autre, elle me dit, moi je le mets sous mon chien. Voilà. Donc il y en a qui mettent de la nourriture, de l'eau dessus. Enfin voilà. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, donc en effet, Donc c'est voilà, vrai. les gens ont détourné ça et donc j'ai changé le nom. Alors parce que le fait que ce soit juste 7 de table, ça les cantonnait dans un truc. Et là, en les appelant 7 d'harmonisation, bah, ça ouvre davantage. Et voilà, et c'est rigolo de voir comment les gens Oui, s'accaparent en fait les objets et les détournent de leur fonction première. J'adore. c'est ça. C'est génial, ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut aller découvrir ce site internet du coup et aller vous renseigner un peu plus sur tout ça. C'est vrai Ouais. que c'est passionnant. Est-ce que tu as des projets pour cette année? 2021, personne ne sait si on peut voyager ou pas. Normalement, la Bosnie, c'est au mois de juin. Ouais. Est-ce qu'on pourra le faire? J'en sais rien. Derrière, j'ai les Crop Circle au mois de juillet. Est-ce qu'on pourra y aller? J'en sais rien. Après, normalement, j'ai le voyage que j'organise pour aller nager avec les dauphins en Égypte. Là, ça semble encore très compromis. Et au mois d'octobre, normalement, j'ai le Pérou et la Bolivie. Alors, est-ce qu'on pourra y aller? Personne n'en sait rien. Au niveau voyage, cette année, ça reste encore très compliqué. Et même si on peut voyager, est-ce que, par exemple, le Pérou ou la Bolivie ne va pas nous dire, nous, on veut que tout le monde soit vacciné? Moi, j'ai pas du tout envie de me faire vacciner. Tu vois? J'imagine. C'est le Voilà, danger. donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pas simple. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Alors, je me concentre sur mes autres activités que j'ai au niveau professionnel avec mes salons de bien-être. Mais voilà, c'est même les salons de bien-être. Ouais, même les salons de bien-être sont en suspens et on ne sait pas si je pourrais les faire. J'en ai 5 à sortir normalement cette année. Est-ce qu'on pourra les faire? Je ne sais pas. Ça, c'est une grande interrogation. Voilà. Donc, je travaille aussi sur une version numérique du salon de bien-être. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Je fais un salon de bien-être en ligne qu'on a initié l'année dernière après le premier confinement. Et là, j'en fais une nouvelle version qui va sortir le 1er mars avec des stands en 3D, avec plein de choses dessus. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qu'on va effectivement travailler et sur lesquelles je travaille actuellement. Mais voilà, au niveau de mes passions, c'est super compliqué en ce moment, ouais. C'est mis en pause, ouais. Et est-ce que tu as des pays que tu aimerais découvrir du coup maintenant Un de mes rêves d'enfant, c'est le Japon. Ouais. Parce que pas d'enfant, pardon, d'adulte, c'est le Japon. Parce que j'y ai découvert ces sites mégalithiques qui sont plus incroyables les uns que les autres. Et j'ai passé mon premier niveau de plongée parce que je veux aller à Yonaguni. Yonaguni, c'est une structure pyramidale mégalithique qu'il y a sous l'eau à côté du Japon. D'accord. Et voilà, donc j'ai passé mon diplôme de plongée pour ça. Et donc ça, c'est fait. Et voilà, et ça fait 2 ans que je veux aller au Japon pour aller voir tous les sites mégalithiques et aller à Yonaguni. D'accord. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Donc voilà, le Japon, ouais, c'est vraiment une destination que j'ai envie de faire et d'emmener un groupe là-bas pour ça, pour aller voir tous les sites mégalithiques, c'est essayer de travailler avec aussi un maître spirituel là-bas sur place, ça serait intéressant. Et voilà, donc mais pour l'instant c'est que du projet et ça c'est c'est pas simple, ouais, c'est embêtant. Ouais. Mais non, vous pouvez voir les conférences en ligne. C'est vrai. C'est une autre occasion. Mais c'est vrai que on est dans une année particulière, enfin 2 années en tout cas, et on espère que cette année, les choses vont pouvoir se mettre en place. Ouais, que ça va s'arrêter, ouais. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de manière générale. Je pense qu'on pourrait aborder tellement d'autres choses, les crânes anciens, les crânes longs, les pierres mystérieuses. Les crânes longs, pardon, pas les crânes anciens. Ouais, les crânes longs, ouais. Ah, c'est ça que tu voulais dire, les crânes anciens? Tu parlais des crânes longs, en fait? Ouais, et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a les 2 différences. Les crânes longs, en fait, sont des vrais crânes en os et qui n'ont rien à voir avec un crâne d'Homo sapiens. Il y en a sur la Terre entière. Partout où il y a des structures mégalithiques, il y a des crânes longs. Et partout où il y a des crânes longs, il y a des structures mégalithiques. Donc on peut penser que les deux avaient une relation quand même. Tu vois. Et j'ai confondu. Et c'est pas grave. Et voilà, ces crânes longs, pareil, moi j'ai été confronté là-dessus. La première fois, c'était en Angleterre, où j'ai découvert des crânes longs.
Et puis après, quand j'étais au Mexique, et puis après, quand j'étais au Guatemala, et puis après, quand j'étais au Pérou, et puis après, quand j'étais en Espagne, et puis après, quand j'étais en... Et il y en a partout. Mm. Et donc voilà, ça fait quelques années aujourd'hui que je travaille là-dessus, que je fais beaucoup de recherches, que j'essaie d'aller les voir un peu partout aussi, et que je donne des conférences là sur les crânes longs maintenant depuis 5 ans. On n'est que 2 à travailler sur les crânes longs dans le monde. Vraiment, c'est un monsieur qui est un Américain qui s'appelle Brian Forrester, qui vit aux États-Unis, qui vit entre les États-Unis et le Pérou, et moi. Voilà, on est 2. Donc, voilà, et on défend ce truc-là. Enfin, moi, je le défends depuis des années maintenant, parce que pour moi, c'est une des preuves indéniables et matérielles d'une civilisation différente du sapiens sur Terre. Voilà. Et on peut pas le remettre en question, ça. Et c'est pour ça que les scientifiques ne veulent pas travailler dessus. Bah oui, ça poserait. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vont trouver, ils veulent pas que ça soit connu et divulgué. Donc, bon, on l'a bien vu avec les momies de Nazca, hein, ça pose la question. Hein. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc on pourra faire aussi une émission entière sur les crânes longs si tu veux, et voilà, plein de choses magiques. Et les objets que tu as récupérés avec des dessins particuliers. Pareil, dans tous les pays où j'ai été, je t'ai confronté à des objets, des pierres, des artefacts mystérieux, et voilà, je me balade un petit peu partout sur la planète pour essayer d'aller les voir, que ce soit au Mexique, que ce soit au Pérou, que ce soit en Équateur ou en France, enfin voilà, il y en a partout. Donc je donne des conférences maintenant aussi sur ces pierres mystérieuses. J'ai eu la chance de pouvoir en ramener quelques-unes du Mexique. J'en ai quelques-unes du Pérou également. Voilà, mais c'est des choses qui me passionnent, ça me fascine, ça me fait rêver en fait. Ça continue à alimenter mon enfant intérieur, et voilà, c'est pour moi, c'est mes cadeaux de l'univers, c'est mon Père Noël à moi, tu vois. C'est presque même aussi des preuves, hein, quand même. Hein. Parce que c'est des choses quand même très anciennes, donc c'est des choses qui ont un vécu. Bien sûr, oui, pour moi, c'est des preuves, parce que les anciens, quand ils voulaient laisser quelque chose, ils l'écrivaient pas sur un papyrus, hein, ils le mettaient dans la pierre, sinon on était à peu près sûr que ça disparaissait. C'est ça. Voilà, donc c'est comme si c'était des bibliothèques comme ça, d'anciennes civilisations qui auraient été laissées à travers la planète, comme pour qu'on puisse les retrouver, et avec des choses dessus. Et ce qui est étrange, c'est que ces pierres, on les découvre en France, au Pérou, en Équateur ou au Mexique. Beaucoup de ces symboles, beaucoup de choses se retrouvent sur ces pierres. Et voilà, et comme quoi tout est lié. C'est pas. On parlait de l'île de Pâques tout à l'heure. Tu parlais du nombril du monde, avec ces Moaïs qui ont les mains comme ça contre le nombril, tu vois. On a exactement la même chose en Turquie avec les monolithes, avec les pierres comme ça, et sur le site de Göbekli Tepe. C'est ça. Et Göbekli Tepe, ça veut dire aussi le nombril. Cusco, c'est aussi un nombril. Donc il y a plein de lieux comme ça dans le monde qui sont des petits nombrils de la Terre, parce que c'est par là que on pense que la vie était arrivée aussi. Et ça reprend le texte sumérien, ça reprend plein de choses, mais tout est lié en fait. C'est ça. Tout devient simple quand on part du postulat qu'effectivement il y a eu des civilisations plus avancées que la nôtre dans le passé. En fait, c'est comme un puzzle, on est confronté à un puzzle et il faut le remettre en place. Oui, alors nous, on essaie de le remettre en place, mais on nous traite de barjots, de complotistes, ou qu'on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'est pas diplômé ou quoi que ce soit. Mais si on part du postulat qu'il y a une civilisation plus évoluée que la nôtre, qui a vécu sur Terre à un moment donné, c'est même plus un puzzle à refaire. Tout s'imbrique automatiquement et tout seul. Et tout devient logique. Et pourquoi se priver de ça? Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je parcours le monde, c'est pour ça que je cherche partout, c'est pour ça que je vais essayer de voir des choses qu'on voit pas forcément. Ou voilà, je me suis passionné aussi pour les ohms. Ce sont des sons qu'on entend comme ça un peu partout sur la planète. J'adore ça. Ah, les trompettes du diable. Ouais, les trompettes de l'Apocalypse. Ouais. L'Apocalypse, ouais. Et voilà, j'adore ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Là, je suis en train de beaucoup me documenter sur les Rhodes ou les fulgures. C'est
des trucs de dingue aussi qui apparaissent. Et voilà, je suis en train d'essayer de chercher plein de choses là-dessus. Un jour, on m'avait parlé d'un homme poisson au Mexique. Alors, j'ai été voir l'homme poisson au Mexique, tu vois. Et après, quand je suis rentré, on a montré des photos au Musée de l'Homme à Paris où les gars m'ont dit, nous, on n'est pas spécialisés, mais ça ressemble à des zoos quand même de bovins ou de chevaux ou de choses comme ça, tu vois. Donc, ils m'ont dit, prenez contact avec le directeur de l'école de vétérinaire à Paris. Donc, j'ai pris contact avec lui, ils m'ont filé ses coordonnées. Et effectivement, le gars, il me dit, bah non, c'est des os de canassons qui ont été bougés. Et là, on voit l'omoplate, ça c'est ci, ça c'est là. Donc voilà. Mais si je vais pas chercher la photo, si j'essaie pas de savoir ce que c'est, si je vais pas sur place pour voir le squelette parce que je voulais le voir, le truc. Voilà, si j'ai pas l'explication après du gars qui est le directeur de l'école de vétérinaire, bon, donc il n'y a pas mieux en gros. Hein. Ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce sont les faits. Même si ça me casse mon rêve, tant pis. Mais ça m'aura fait rêver un moment, tant mieux. Et il y en aura d'autres. Et voilà, donc j'essaie de plusieurs sujets comme ça qui m'interpellent et que j'ai envie d'aller creuser un peu, quoi. Voilà. De toute façon, t'as pas fini avec tous les mystères de toutes les. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable. Cette terre, elle est juste magique. Il y en a plein qui veulent aller voir et lancer des satellites dans l'espace, mais. Bah oui, mais il y a déjà des choses ici. Il y a déjà tellement de choses sur Terre que voilà. Quand on aura répondu à tous les mystères qu'il y a sur Terre, qu'on aille voir ailleurs, si on s'ennuie, ok, mais il y a du boulot, les garçons, encore, hein, ici. Ouais. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de Patrice Pouillard avec Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Parce que ils vont à l'endroit où on se pose des questions et ils vont faire bouger les lignes. Ouais, ben, je suis dans la même dynamique que Patrice, hein, on s'est déjà rencontrés, mais c'est vrai que je suis dans cette dynamique-là. Et une fois qu'il a des éléments, les donner à des scientifiques et des choses comme ça, moi, je rêverais de pouvoir faire des études sur ces crânes longs parce que. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut sortir les crânes du pays, c'est interdit. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Un jour, on a voulu m'en vendre un qui était magnifique, un beau crâne allongé. Qu'est-ce que j'en fais? Ok, je l'achète. Après, j'en fais quoi? Je peux même pas le sortir du pays. C'est illégal, c'est interdit, c'est leur culture, leur patrimoine, c'est des momies, c'est des morts, donc t'as pas le droit, tu vois. Voilà, mais je rêverais moi aussi de pouvoir faire des analyses ou des choses comme ça. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à le faire, moi je contacte Pierre, il a mes coordonnées, il a tout ce qu'il faut. Exactement, c'est important aujourd'hui d'aller chercher la vérité parce que. Bien sûr. Je pense que notre histoire serait à reconstruire et à refaire. Il y a des choses qui sont justes. Et puis il y a des choses où il y a un point d'interrogation. Et c'est un mystère. Quand on voit à peu près l'époque à laquelle seraient construites les pyramides de Bosnie ou les sites sacrés, tu dis ok, mais à cette époque-là, on n'était que des cultivateurs ou des nomades. Enfin, c'était encore le berceau de l'humanité. Bien sûr. Alors qu'on construit des choses qui résistent à toutes les intempéries, les séismes et tout ce que tu veux, quoi. Donc ça pose question. Ben oui. Et donc voilà, moi c'est ça qui continue à m'exciter et à me faire vibrer, à me passionner, et voilà, et à me motiver tous les jours. La vie, elle est juste magique, quoi. Il y a des trucs de dingue un peu partout. Et alors moi, c'est vrai que je pars un peu loin pour aller voir ces choses-là, mais il y a des choses magiques en France aussi, et vraiment des beaux mystères aussi. Brocéliande, c'est ma terre natale. Ouais, entre autres, il y a Brocéliande, il y en a plein. On parlait d'artefacts ou de pierres. Il y a les pierres de Gozelle qui sont. C'est très étonnant même. Hein. Incroyable, ouais, étonnant. On a dans les Vosges, il y a des pierres qui sont dans le Tanchel. Immenses même. Hein. Ouais. Elles sont pas si grosses que ça. La plus grande doit faire 50 d'eau. Mais voilà, donc ça c'est dans le Tanchel en France. Donc il y a plein de choses, hein, même pas besoin de partir au bout du monde. Hein. On a Rennes-le-Château. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de mystères en France. Il y a plein de belles choses. Et voilà. Donc moi, c'est vrai que sur les recherches que je fais, ça nécessite que j'aille dans des pays un petit peu lointains. Mais voilà, donc j'aime bien pouvoir être aussi le relais, le témoin de ça et pas tout seul, de pouvoir aussi partager toutes ces connaissances avec les gens qui me suivent pendant les voyages, avec les groupes qui se montent. Et voilà, et souvent on me dit mais qui tu prends dans les groupes? Moi je pars du principe que les gens qui doivent y être, ils sont. Exactement. Voilà. Moi j'ai pas à juger de qui a le droit de venir ou pas. Ceux qui doivent y être, ils y sont. Voilà. Et c'est parce qu'on a tous un travail à faire. Et dans le groupe, le travail doit se faire aussi. Et si on est là, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses qu'on doit comprendre ou travailler. Donc voilà, moi je prends
toutes les personnes qui veulent me suivre et vivre des aventures un peu différentes. Voilà. C'est sûr qu'encore une fois, c'est pour reprendre ce que je disais au début, c'est pas les voyages que tu retrouves dans les agences de voyage classiques, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est presque plus intéressant. Différemment. Ouais. Non, c'est sûr. Voilà. Bon, bah écoute, Patrice, c'était un super moment partagé ensemble. Merci à toi, Pierre. Et puis à très bientôt, j'espère. Alors du coup, on en refait une. C'est ça, exactement. Allez, prochainement. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo les liens vers les sites internet de Patrice pour acheter le CD de musique, les crânes, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Et puis vous nous retrouverez sur d'autres vidéos sur thématiques prochainement parce qu'il y a plein de sujets à aborder et vraiment passionnants. Donc, merci Patrice, merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt Pierre, merci, au revoir. Ouais.